Du coup, Pierre, c'est un immense plaisir de te recevoir ici. Moi, je suis un fan des business que tu as mis en place. Je le disais juste avant en off à Alex. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, tu as un business qui tourne autour des newsletters. Tu as iDispatch qui compte 101 000 abonnés. Newsletter sur Substack. Tu as iVenture qui compte 32 000 abonnés. Et tu es en train de développer Expense Capital. iLab et Future Insight. Future Insight pour parler de toutes finalement les développements technologiques, des techs et pourquoi pas aussi très certainement des tendances dans ce secteur qui arrivent. Au niveau des business models, on va en reparler juste après, mais il semble que tu as à la fois du sponsorship et à la fois un business de formation. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi? D'abord, présente-toi peut-être, et après, je poserai les questions qui suivront cette présentation. Ok. Alors, pour faire simple, effectivement, là, donc, sur les newsletters, c'est un business d'abonnement, tu sais, c'est un peu le modèle classique de Substack où tu as, tu sais, des abonnements payants pour accéder à du contenu. Euh, c'est plus ou moins de l'infoprenariat, mais c'est en soi pas forcément des cours, c'est plus, tu vois, tu vas accéder à l'article complet et donc tu débloques euh, euh, avec un paywall et le truc classique. Et ensuite, en fait, pour revenir un peu en arrière, moi là-bas, je faisais du développement logiciel, donc c'était un peu mon modèle initial. Et, et donc, j'ai transitionné sur la newsletter il y a à peu près un an. Le temps que tout se mette en place, ça a pris un peu plus de 6 mois, un an aussi. Euh, et, euh, et donc, et donc, la newsletter principale, on fait de la vente de logiciels et du coup, on fait les deux en fait. Voilà, c'est un peu un hybride, euh, un peu sur le modèle. Est-ce que c'est bon comme intro ou tu avais d'autres points que tu voulais que je parle un peu plus? Non, t'inquiète, on va rebondir sur, Ouais. on va rebondir sur chacun des points. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous expliquer donc combien tu as de newsletters? J'ai essayé de les détailler en intro, mais si j'en ai oublié, n'hésite pas à me le dire. La différence entre ces newsletters. Alors en fait, Donc, dans ouais, ce que tu as cité, si tu veux, il y a les newsletters et ensuite il y a les rubriques. Qui sont ok. en fait une rubrique, c'est plus une publication dans la publication principale à laquelle les gens peuvent s'abonner ou pas et pour recevoir un email de plus ou voilà. Mais en fait, ça fait partie de la newsletter principale, si tu veux. Donc là, dans celle que tu as citée, il y en a plusieurs où c'est des nouvelles rubriques et on va en ajouter d'autres au fur et à mesure. Et en fait, là, donc, je recrute deux rédacteurs pour gérer ces rubriques-là et voilà pour avancer. Donc en fait, techniquement, là, j'en ai deux principales et une toute récente qui est celle euh, que- qui est celle qui est plus une formation continue envoyée par mail en fait. Euh, voilà, c'est en soi là pour l'instant j'en gère deux. Ils sont à peu près, ou c'est à peu près un email par jour sur chacune. Donc voilà. Et donc du coup, en tout, tu cumules plus de 130 000 abonnés sur ces newsletters-là. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ouais, super intéressant. Comment ça se passe tu parlais que tu avais à peu près 4 000 abonnés payants. Tu parles d'emails quotidiens que tu envoies. J'ai cru voir que du coup, lorsqu'on prend juste la version gratuite, on a un email hebdomadaire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le business model, le rythme d'envoi, Ouais. tout ça? Ouais. Euh, donc en fait sur les deux, j'ai deux stratégies qui sont complètement différentes. Sur celle à 100 000 abonnés, comme c'est tu sais, c'est un peu particulier parce que là, du coup, tu sais, ça va être une stratégie avec des grosses réductions régulièrement, avec quand quelqu'un a ouvert genre 20 emails, il va recevoir une offre avec un code promo spécial parce qu'il a ouvert 20 et donc il va avoir 20% de réduction par exemple. Donc là, c'est une logique un peu différente. Moins axé sur le contenu, plus axé sur des avantages, donc des accès à vie sur des logiciels principalement d'IA. Et aussi à des petites formations, enfin ce genre de choses. Et ensuite sur la deuxième, là par contre ça va être un autre modèle complètement. Donc là, je vais pas faire de réduction. Au contraire, ça va être les prix qui montent mois après mois, semaine après semaine. Euh, et ça va être vraiment que du contenu. Donc là, c'est tu veux débloquer l'article entier. Et ça, c'est le modèle un peu, c'est le modèle classique qui est proposé par Substack. C'est c'est un peu le business model de base qui propose aux auteurs finalement.
Et j'avais envie de le tester, donc je me suis dit, bon, bah, j'en lance une deuxième, et là, c'est 100% là-dessus. Mais il y a beaucoup moins d'abonnés payants sur celle-là pour le moment, sauf qu'à long terme, la lifetime value, tu sais, le revenu par abonné est beaucoup plus important. S'il n'y a pas de réduction, il y a moins d'existement, c'est des gens voilà, qui prennent plus d'abonnements annuels, etc. Très, Donc, très c'est deux clair. modèles très différents, mais les deux fonctionnent. Par contre, c'est important pour quelqu'un qui va se lancer là-dedans de choisir un des deux modèles, et sauf s'il a deux newsletters comme moi, mais de choisir un modèle et de pas faire essayer de faire l'un et l'autre. C'est que soit tu fais du contenu et dans ce cas-là tu mets un prix et tu vas pas faire de réduction, tu vas être très consistant. Soit tu pars sur quelque chose de plus commercial finalement. Ça va être des réductions régulières et plus de marketing, plus de choses comme ça. Mais on est d'accord que les deux marchent avec de l'abonnement Les mensuel. deux, ouais. Les deux, c'est avec de l'abonnement. Donc aujourd'hui, est-ce que je me trompais au niveau des chiffres? Tu as 4000 abonnés mensuels. Ouais, Payants. au total. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et à 29 euros le mois. Alors, la plupart sont sur l'offre annuelle, du coup. Donc, Ok. c'est un peu moins. Euh, et sur la principale, comme il y a enfin, j'ai fait pas mal de réductions sur la première année, tu sais. Euh, plus, voilà. Jamais plus de 50% de réduction. Ça, c'est vraiment le max pour les gens qui ont ouvert déjà 50 emails au minimum. Mais, globalement, c'est ça. Ok, super, super intéressant. Donc ça, c'est la première partie de tes business models et après, tu vas avoir du sponsorship Ouais, ça, c'est tout aussi. nouveau, ça. Parce que Ok. ça, c'est un truc que je teste. J'en avais fait un petit peu, il y a un an, quand je lançais le truc, j'avais à peu près 10 000 abonnés. Euh, j'avais fait quelques offres pour une boîte de formation, qui était un peu qui faisait des formations d'IA, en fait. Mais ça prenait beaucoup de temps, c'était des calls, c'était des trucs, et j'avais pas trop envie de processer ces trucs. Mais là, je relance ça maintenant parce que, bah, déjà, maintenant, le pricing, je peux le lever, beaucoup plus. On va avoir un pricing, euh, là, j'avais fait un pricing de démarrage à 800 la sponsor, mais là, en fait, on va monter plus à 1600, 2000, parce que c'est plus le prix de marché pour ce genre de newsletter-là. Et surtout, là, il y a une possibilité ensuite de scaler le truc avec, en faisant un peu un réseau avec d'autres personnes, des newsletters Ok. Moi, ce qui m'intéresserait de te poser comme question, c'est comment tu as transitionné. Donc, quand tu disais avant, tu étais en gros dev, donc tu faisais de la presse, enfin, tu étais déjà freelance ou tu étais salarié? freelance. Ouais. Ok. Et comment tu as transitionné d'un modèle, on va dire, en gros, hein, je vends mon temps contre de l'argent, à je mets des trucs en automatique. Ça a été quoi ton déclic? Enfin, est-ce que tu peux un peu nous expliquer enfin, on va dire cette partie-là de ton parcours, tu vois, le moment où tu décides de changer et comment ça se passe au début. Tu as dit tout à l'heure que ça avait mis entre 6 mois et un an. J'aimerais bien qu'on ait, tu vois, une vision un peu des gens enfin, qui nous écoutent peut-être et qui sont dans cette phase de leur vie. Comment ça se passe concrètement? Alors, déjà, moi, c'est un peu particulier parce que, quand tu es freelance dans l'IT, en fait, si tu es très très bon dans ce que tu fais, déjà, tu as un niveau de rémunération qui est pas tellement corrélé à ton temps. Ok. Parce que tu vas sous-traiter pas mal à d'autres développeurs, freelance. Tu vas être plus comme, enfin, tu vas faire de la gestion de projet, tu vois. Donc, ça va être, tu vas faire beaucoup voilà, tu vas faire un peu de recrutement, tu vas faire ce genre de choses. Ouais. C'est pas tellement lié à ton temps de travail. C'est plus lié à tes compétences et à est-ce que tu es bon ou pas dans ce que tu fais. Donc là, Ok. déjà, ouais. Euh, donc déjà, en fait, à ce moment-là, j'avais du temps libre parce que je bossais, grosso modo 2 heures par jour, tu vois, Ok. là-dessus. Ce qui n'est pas commun, hein. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart des freelances, ils bossent 10-15 heures par jour. Bah ouais, ouais. Parce que, ouais. Ah, c'est pour ça Mais, que je te posais la question. C'est parce que moi, je vois beaucoup de freelances alors, qui gagnent plutôt bien leur vie. Mais par contre, ils y sont, en effet, 10 heures par jour. Ouais. 15, je sais pas, mais 10, ouais. ouais, facilement. Ouais. Ouais, Juste sur la partie exécution, plus la partie ensuite, relation client et tout, ouais, voilà, exactement. Ouais, exactement. Et donc, toi, tu arrivais à caler ça donc, sur 2 heures par jour. Et le reste du temps, en fait, ce que tu dis, c'est le reste du temps, tu as dédié ça à ouvrir ces business annexes. Alors, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est même pas moi qui ai choisi cette transition-là. En gros, il y a à peu près un an, il y a quelqu'un qui me contacte sur une des plateformes sur lesquelles je bossais, tu sais, pour l'émission.
Ouais. et qui me propose en fait de s'associer pour un projet de Substack en fait. Euh, mais il propose en fait d'amener un peu la partie expérience technique, tu vois, de faire une rubrique, voilà. Ensuite, lui, il a cherché deux autres personnes, et donc on était quatre associés au final, au début. Ce qui est Ouais. pas terrible hein, pour ce genre de très mauvaise chose à faire. Ce genre de modèle, c'est bien d'être deux max, mais le mieux c'est d'être en solo parce que t'as plus de flexibilité, t'as moins de. Donc on a lancé ça. Lui, finalement, enfin les trois autres, ils ont laissé tomber au fur et à mesure. Ils se sont dit que ils sont partis sur autre chose parce que bah, ça mettait du temps hein, les premiers mois. Voilà, on stagnait un peu, on faisait des meetings, les choses avançaient pas. Euh, Et donc finalement, c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Puis ensuite, moi, j'ai creusé le truc à fond. Et sur les premiers échanges qu'on avait eus, je m'étais déjà intéressé sur le sujet, sur le potentiel de ça. Et donc après, j'ai pas forcément eu envie d'arrêter. C'était plus comme tu sais, un truc annexe au début, un projet un peu. Euh, mais ensuite, avec de la consistance et un, un peu sans le truc, Ouais. ça commence à apprendre. Voilà. T'as mis combien de temps pour arriver, tu vois, on va dire, à en vivre correctement, quoi? Ça a mis combien de temps entre le moment où tu t'es dit, OK, je commence, et le moment où ça a tourné, t'as pu te permettre d'abandonner ce que tu faisais avant, on va dire. Alors là encore, il faut que je mette un truc, c'est que moi, j'avais déjà une base mail. Et l'autre aussi avait déjà une base mail. On avait chacun à peu près 5000 abonnés email. Euh, donc moi, c'était une base qui était en fait une base marketing d'un logiciel que j'avais développé, ce que j'avais bossé avant. Parce que pour expliquer, en gros, j'étais spécialisé depuis 5 ans dans les logiciels AI. Donc, je faisais quasiment que ça. Euh, C'était un peu la niche. Ça commençait à bien marcher. Tu avais des premières solutions d'IA génératives. Euh, Ouais. et il n'y avait pas encore, ChatGPT, ça, c'était pas encore sorti. Hein. C'était plus des logiciels B2B pour du SEO, ce genre de choses, de la rédaction, des médias. Et donc, j'avais déjà une petite base de 5000 prospects, clients de logiciels d'IA. Et donc, je me suis dit, autant les utiliser pour lancer le truc. Donc, ce qui fait que dès les premiers mois, en fait, ça faisait déjà du revenu. Mais c'était pas non plus énorme au début. Et je dirais à peu près 4-5 mois pour que ce soit significatif. OK. Avec la croissance et tous les trucs que j'ai mis en place derrière, tu sais, les stratégies de référol, euh, le système de recommandation et parrainage, euh, voilà. Comme ça, ouais. Et il y a un effet cumulé en fait, parce que quand ta stratégie elle est beaucoup basée sur la recommandation, en fait, il y a un aspect où tu vas créer des récompenses pour les gens qui invitent d'autres personnes. Par exemple, un mois gratuit, ce genre de choses. Et là, du coup, plus t'as d'abonnés, plus ça a un effet significatif sur ta croissance. OK. Ah, c'est intéressant ça. On pourra creuser après, mais enfin, entre guillemets, les stratégies que tu as mis en place, je pense que c'est aussi un truc qui est fondamental, tu vois, dans la compréhension de ce genre de business. Ouais. Enfin, je sais pas, Luc, si tu avais d'autres questions au milieu, mais sinon, ça me paraît être une question Non, importante. Et aussi ouais, un truc, c'est carrément. Parce que ouais. toi, tu fais aucune création de contenu en front, sur les réseaux sociaux, d'après ce que je sais. Donc, du coup, tu as réussi à monter à plus de 100 000 abonnés, ce qui est significatif sur ces newsletters-là. Pourtant, c'est quand même une newsletter de niche. Nous, on navigue dedans tous les jours, donc on n'a pas l'impression, mais à l'échelle de la population, c'est quand même de l'ultra niche. Ouais. Comment tu as fait pour passer de 0 à 100 000 abonnés sans créer de contenu sur les réseaux? Alors, il y a eu le référol et ensuite il y a eu plusieurs partenariats avec des influenceurs. J'en ai fait 3 ou 4. Euh, donc là, ben, pour moi, c'était des dépenses, mais je pouvais faire ce genre de dépenses. Il faut savoir un truc, c'est que aussi croissance rapide en général, ça veut dire que tu vas dépenser pas mal au début de cette manière-là. Euh, mais bon, après, enfin, là maintenant, je fais aussi des acquisitions, donc tu vas faire une acquisition d'une base de, je sais pas, 20 000, 30 000. C'est pareil, ça va te coûter tant, mais tu sais qu'à peu près, tu vas faire 10x dessus, quoi. Tu vas faire x10 en retour sur investissement. Donc, en fait, ça vaut largement le coup. Euh, donc, donc il y a eu ça. Euh,
Puis surtout, enfin, moi, j'avais pas forcément envie de créer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas un truc. J'ai mon frère qui est youtubeur, il a à peu près 50 000 abonnés. Donc, je vois un peu tous les contraintes qu'il y a là-dessus. Sur TikTok, il doit avoir 100 000 à peu près. Donc, pareil, c'est un youtubeur de niche, mais déjà, à 50 000 abonnés, t'as plein de contraintes et t'as des trucs à gérer que j'avais pas forcément envie de gérer. Et donc, je suis parti du principe dès le départ que j'allais mettre en place. Je préfère faire des deals avec des personnes qui, eux, sont des créateurs de contenu et pas forcément avoir à gérer cette partie-là. Voilà. Et sans indiscrétion, aujourd'hui, c'est quoi ton volume de taf par semaine, on va dire? Alors, en fait, faut ça, quand je dis je bosse 2 heures par jour au tout début, c'est que moi, de base, je bosse 10-15 heures par jour. Mais sur ces trucs-là, sur la partie gestion, ça va toujours être quelques heures. Là, pareil, la newsletter, ça va être 2-3 heures le matin et c'est tout. Mais ensuite, je vais passer énormément de temps à bosser le reste de la journée pour essayer de comprendre c'est quoi la suite, en fait. Pour essayer de me projeter et voir comment je vais faire évoluer tout ça et quelles sont les nouvelles stratégies que je vais expérimenter. Donc, en soi, je gère le truc en 2-3 heures par jour, mais je vais quand même bosser 10 à 15 heures sur toutes les autres choses. Si on inclut aussi le temps passé à lire, c'est dans le travail de la documentation scientifique, tout ça. Voilà, c'est hyper important. Ce que tu viens de dire, enfin, moi, je trouve ça hyper important. C'est parce que en fait, pour être très honnête avec toi, j'espérais que tu dises ça. Sinon, ma phrase suivante avait beaucoup moins de sens. Mais en gros, c'est que les gens se rendent pas compte. Ils se disent, ouais, ils arrivent à faire ça en bossant 2 heures par jour, tu vois. Genre, prenons cet exemple. Et en fait, les gens se rendent pas compte que ces 2 heures par jour de gestion et d'administratif et de travail un peu pénible, on va dire, ne réussit et ne fonctionne que parce que à côté, tu es capable de faire en plus 8, 10, 12 heures de taf dont tu es probablement passionné, ou en tout cas, enfin moi c'est mon cas, de recherche, de réseau, de réflexion, de projection, de comment on construit la suite, de tout ça. Et donc que tout ça prend un temps fou et que en fait, si tu veux vraiment devenir, on va dire, top dans ton game, bah certes, il y a peut-être plus au bout d'un moment que 2 heures de gestion, mais tout le reste de ce que tu es obligé de faire, c'est du travail que tu fais entre guillemets dans l'ombre. C'est comme Warren Buffett qui expliquait ok, moi je travaille, je sais plus combien il disait, X heures par jour, mais par contre, tous les jours je lis 1000 pages. Bah fais le calcul, si tu lis 1000 pages par jour, ou je sais plus combien le chiffre était, mais ça faisait qu'il lisait pendant 3, 4, 5 heures. Et ça c'est un truc qu'on a un peu tendance à oublier, c'est-à-dire qu'en fait, les 8 heures suivantes, t'es pas en train de excuse-moi l'expression, mais t'es pas en train de te toucher la nouille à rien faire, ou tu vois, au spa. Bon, tu peux bosser dans un spa si t'as envie, mais voilà. Mais ça se base sur un work ethic qui est assez important, quoi. Alors, démute-toi, juste. Excuse-moi. Ouais. là, c'est bon. Ouais, parfait. Ouais, complètement. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est un truc. Pour moi, c'est un mythe, hein, le truc. Les gens qui bossent. Après, c'est vrai que je voyage énormément à côté, donc ça prend du temps. Mais en fait, tous les temps morts, je suis en train de bosser, soit dans l'aéroport, soit tu vois, dans des lobbies là comme ça, ou dans des cafés, ou dans des coworking. Et donc effectivement, tu peux avoir du temps libre, mais en fait, tu vas quand même le passer à bosser parce que tu dois lire, tu dois apprendre des choses. Et là, aussi dans mes compétences techniques, j'ai appris 4 langages de programmation et j'en apprends un 5e, plus aussi 2 nouvelles langues. Donc en fait, c'est du temps à passer. Tu sais que c'est du travail qui t'apporte pas forcément à l'instant T des choses, mais ça va t'apporter dans le futur. Tu as besoin de développer tes compétences et d'être aussi ça peut être de la procrastination du travail, mais regarder un peu du contenu, c'est des conférences, ce genre de choses. Quand ça t'est utile, des fois, c'est quelque chose à faire. Ouais, mais clairement. T'es dans quelle zone là? T'es où? Là, je suis à Dublin pendant une semaine. Après, je serai à Londres et après, je rentrerai à Aix-en-Provence. Et Okay. sinon, la plupart du temps, je suis entre Aix-en-Provence, Budapest. Voilà. Ok. Alors, tu as parlé de strat d'acquisition juste avant. Tu as même parlé d'acquisition de base mail. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça part du principe que je pense que tu es cash flow positif, je pense que ton business est ultra rentable. Généralement, le gros problème des business de newsletter, c'est c'est qu'ils sont pas rentables alors plusieurs mois.
parce qu'ils achètent généralement des leads soit via de la pub, soit via de la sponsor chez les influenceurs comme ce que tu as pu faire, et ils n'arrivent pas à rentabiliser ce lead avant plusieurs mois. Est-ce que toi, tu arrives à être rentable en front au bout de combien de temps? Eh bien, un lead que tu as récupéré devient rentable. Alors là, oui, comme tu dis ça, j'ai testé l'achat de leads avec Google Ads, ce qui a un enfin, les coûts d'acquisition sont élevés et c'est pas du tout, ça a été que de la perte. Donc effectivement, j'ai testé ça et c'est pas du tout un modèle intéressant. Maintenant, quand tu fais de l'achat du rachat de newsletters, il y a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, tu as des newsletters qui ne sont pas commerciales et donc qui sont pas rentables. Sur Substack notamment. Tu as des auteurs qui ont 10, 20, 30 000 abonnés et eux, ils gagnent quasiment rien parce qu'ils n'ont pas les stratégies que j'ai, ils n'ont pas le... Voilà. Et donc, eux, tu peux venir et leur faire une offre d'acquisition. J'espère qu'il n'y en aura pas des gens avec qui je négocie en ce moment qui vont regarder ça, mais qui est assez basse. Et donc, tu peux leur faire une offre d'acquisition qui est relativement intéressante. Et toi, après, actuellement, j'ai à peu près mon retour sur combien me rapporte un inscrit. Et donc, je sais qu'en fait, en un mois ou deux, ça sera amorti. Et je commencerai à faire du profit sur cette acquisition. Donc là, ce que je fais là en juillet, en septembre, elle commencera à me rapporter. Ce que je vais faire en août, rapporter à peu près en novembre prochain. C'est génial, hein? Et tu finances tout full cash ou tu fais de la dette pour acheter ces boîtes-là? Alors moi, je n'ai jamais fait de dette, d'emprunt, ni quoi que ce soit. C'est que j'aime bien l'idée de mettre de côté et d'utiliser ça pour les dépenses. Puis là, je peux utiliser les premiers revenus, tu vois, je les utilise pas pour moi, ça reste sur le compte de la boîte. Je vais pas me les verser en dividendes, je les utilise que pour faire de l'acquisition et pour la croissance. Parce que c'est juste ma priorité là, pour l'instant. Ouais. Ok. Non, mais c'est hyper bien. Parce qu'en plus, si son business il est rentable, le truc, la folie, c'est que derrière, tu peux te faire financer le truc en banque. Et puis là, il y a des ratios quand tu achètes des. Par exemple, moi, je sais que dans l'immobilier, quand tu achètes des boîtes immobilières, j'ai fait pas mal de rachats récemment. Tu as des ratios, tu vois. Tu as un prix, le client multiplié par 3, multiplié par le nombre de mois où il reste, égale ce que tu vas payer pour acheter la boîte. Ça dépend, je te fais un calcul grosse maille, mais c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une newsletter, suivant si elle est monétisée, non monétisée, tout ça, tu as des ratios comme ça. C'est-à-dire que ça devient très mathématique. Tu as une sorte de BP, tu as ton truc et tu sais où tu vas. Alors moi, en l'occurrence, je traque tout. Donc, j'ai à peu près un système de ce que tu appelles de ratio. Ouais. Maintenant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent, ça. Ok. Donc, parce que c'est quand même assez nouveau, mine de rien. C'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, le modèle de l'abonnement sur des newsletters est aussi très récent. Substack, c'est assez... c'est à 10 ans, mais ça a commencé à prendre en gros il y a 5 ans. Ouais. À avoir vraiment être un truc connu et surtout qu'il commence à y avoir des grosses newsletters dessus. Donc, pour les acquisitions, en fait, là, je traque tout, mais en soi, je pourrais te donner des données beaucoup plus précises quand j'aurais vraiment finalisé les deals et que j'aurais commencé à faire sur des volumes importants. Quand tu rachètes 10 000 et quand tu rachètes 50 000, ça, forcément, tu as des datas qui sont inférieures. Et il y a aussi un truc important à prendre en compte, c'est que j'ai remarqué, du coup, en passant en gros, de 10, 20 000 à 100 000, c'est que ta rentabilité augmente plus tu augmentes ton nombre d'abonnés. Ce qui est pas forcément, dans d'autres domaines, c'est pas le cas, mais sur les newsletters, c'est le cas. Donc, je sais pas, je donne pas les vrais chiffres, je donne des chiffres comme ça, mais c'est pour l'exemple. Si par exemple, tu as 10 000 inscrits, ça te rapporte 10 000 euros, 100 000, ça te rapporte 100 000. Non, si tu as 10 000, ça va te rapporter 10 000, mais si tu as 100 000, ça va pas te rapporter 100 000, mais ça va te rapporter, admettons, 120, 130 000. Tu vois, c'est pas proportionnel, en gros. Tu as un peu des rendements croissants. Ouais, ton coût marginal descend ou alors ta marge, tu as les effets de levier. Ta rentabilité augmente de plus ta croissance. Je sais pas jusqu'à quel niveau ça le sera, mais en tout cas, sur cette échelle-là, c'est le cas. C'est aussi peut-être parce que mes stratégies se sont améliorées entre-temps aussi de conversion. C'est aussi pour ça. Ouais. Mais je pense que quand je passerai de 100 000 à 1 million d'inscrits, je pourrais encore constater ça de façon encore plus importante.
là, c'est ma priorité sur les 6 prochains mois, c'est passer de 130 sur la première, d'essayer de la faire monter à 800 000 inscrits, et la deuxième, c'est le cas à 30 000, et c'est de la monter à 100, 200 000. Voilà. Ah oui. Sachant que celle-là, elle peut faire un exit important parce que c'est du contenu. Tu sais, tu avais Bill Crowd, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qui a été revendu. Ils étaient sur la niche crypto. Tu peux faire des exits intéressants sur ce genre de. Ouais, il y en a un paquet. Et toi, Pour, ton objectif, c'est de viser l'exit ou c'est de viser un business récurrent, tu vois, une espèce de rente digitale? C'est pas forcément. Moi, ça sera. Euh, Si l'occasion se présente d'ici 1 an ou 2, ça serait peut-être de faire un exit. Parce que j'aime bien passer, tu sais, dans mes affaires, enfin, dans ce que je fais, mais c'était pareil pour les études, d'envisager les choses pour passer au niveau suivant, en fait. Et le système de rente, en fait, après, tu sais que tu vas t'ennuyer, et dans la vie, c'est bien de passer de palier en palier, finalement. Et l'idée d'exit, c'est que tu vas passer d'un palier à un autre. Ça, c'est intéressant. Je vois. Donc là, c'est faire de la croissance, éventuellement un exit, ou alors l'utiliser pour créer autre chose, tu vois, de plus gros, comme un VC ou quelque chose comme ça. Okay. Ouais, juste pour la petite histoire, Milk Road pour les auditeurs, c'est une newsletter crypto lancée aux États-Unis par Shan Puri. Et je crois qu'en l'espace de 6 mois, ils avaient, eux, dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, hein, et surtout proposition de rachat, et à ce qui paraît, vendu plus de 8 chiffres. Donc après, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas, mais en effet, c'est le genre de business model qui peut pas trop mal marcher. Moi, j'ai une question de manière extrêmement concrète. Lorsqu'on parle lorsque tu vas racheter des newsletters, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui les cibles? Après, tu contactes, tu vas chercher les fondateurs, tu leur proposes un deal. Est-ce qu'il y a une plateforme spécialement pour ça? Combien de temps, au bout de combien de temps la négociation prend fin? C'est quoi de manière concrète les process par lesquels tu passes? Alors, c'est possible qu'il y ait des plateformes qui listent, tu sais, des business en ligne, ce genre de choses, mais j'ai jamais vraiment regardé. Parce que là, pour le coup, c'est moi qui vais qui vais contacter en DM les personnes et qui fait une proposition directement. Pour avoir l'intérêt de la personne, c'est bien, je pense, de rentrer directement dans le sujet. Et ensuite, je vois sa réaction. Soit ça va être très positif, soit ça va être non. Et si c'est très positif, je me dis, bon, ben là, alors quand je dis je fais une proposition, ça va être une échelle de proposition. Ça va pas forcément être un montant de suite. Et là, je rentre dans la négociation, j'essaie de faire baisser le prix au maximum, tout en restant, oui, enfin, de toute façon, s'il a répondu oui de base, c'est que ses attentes, c'est qu'il était OK, tu vois. Là, je suis rentré dans la négociation et ensuite, au bout de quelques semaines, on finalise ça. Et là, en fait, j'ai 2 options de deal. Il y a celui où je rachète tout et il y a celui où je rachète sa liste et lui peut continuer son activité. Et ça va permettre de faire un prix qui est beaucoup plus intéressant que si je rachète tout. C'est un truc que j'ai fait récemment. Ça va, le bruit, il n'y a pas tout du monde autour, donc ça le fait pour moi. Je vérifie. Ouais. Ça va, il n'y a pas de bruit parasite. Okay. Un peu. Okay. Donc pour cette deuxième option, en fait là tu peux faire vraiment un prix très très intéressant, presque indécent en fait, honnêtement par rapport à la rentabilité derrière. Tout à l'heure je disais que j'étais à x10, mais là en l'occurrence pour les deals en cours, pour avoir dans quelques mois, mais à mon avis je vais être plus à x20, tu vois, dans cette échelle-là. Ah ouais. x10 c'est mon minimum. Ouais. Donc grâce à ce truc où la personne peut continuer son activité derrière, lui il se dit c'est gagnant. Bon, lui il perd pas son croître à faire ses emails et ses abonnés sont contents. Et alors juste, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aspect, on va dire, de ce dont tu parles dans les newsletters plus concrètement, tu vois, à quel point tu rentres dans le détail des choses en IA, enfin, tu vois, quelle est un peu ta stratégie sur, on va dire, le contenu en lui-même? Alors, le contenu, déjà, il y a une grande différence entre le contenu gratuit et payant, forcément.
Le payant, il va être quand même beaucoup plus quali. Je vais faire des articles invités avec des ingénieurs en IA et ce genre de choses. Le contenu gratuit, entre celui qui est visible aussi sur la plateforme et celui que je ne publie pas pour que ce soit un petit côté un peu exclusif aussi pour les gens qui sont abonnés gratuits. Donc, celui qui est visible, ça va être juste de l'actualité, des choses assez basiques. J'ai un rédacteur qui fait ça, lui, je sais qu'il utilise ChatGPT, donc c'est pas un contenu très poussé. Comme le contenu n'est pas un levier d'acquisition, en fait, j'ai pas besoin que le contenu gratuit soit, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est que les gens, ils lisent leur email, lisent leurs petites actus, leurs petites infos, et puis c'est tout. Qu'ils ouvrent les emails, en fait, c'est principalement ça. Donc là, on optimise un peu les titres, et c'est à peu près tout. Et ensuite, de temps en temps, je vais faire un contenu qui va inciter à s'abonner en payant, qui va pas être envoyé sur Substack, hein, il va être envoyé juste aux abonnés. Et donc là, l'idée, ça va être de mettre en avant une proposition de valeur qui soit nouvelle à chaque fois, si possible, en disant, bon, ben voilà, par exemple, cette semaine, vous allez accéder à telle interview de telle personne, ou vous allez avoir... Et là, ce qui est bien, c'est que les propositions de valeur, je peux en tester plein, j'ai pas vraiment de limite là-dessus. Et comme j'ai pas mal bossé, tu sais, dans des logiciels d'IA avant, bah, j'ai pas mal de contacts de personnes qui sont intéressées pour participer et faire ce genre de choses. Là, par exemple, je fais un voyage à Dublin, je suis avec un ami qui a une app qui marche très bien, qui s'appelle Cordeai. Et tu vois, tu as des personnes comme ça, éventuellement, ça peut être des idées d'invités. Là, j'avais fait avec un type qui avait lancé une boîte aussi dans tu sais, un SaaS quand c'était encore à la mode, de génération d'articles qui avait pas mal marché. Il avait fait un exit aussi, il me semble. Voilà, donc c'est ce genre de choses. Soit ça va être axé plus technique, soit plus business, mais dans les deux cas, ça va être assez intéressant. Ça, c'est pour les premiums. Et alors, quand je disais pour les articles qui vont inciter à passer en abonnement payant, en gros, ça va être l'introduction et le début de l'article qui va être en gratuit. Et ensuite, tu as un mur de paiement et tu débloques la suite en payant. Ouais. Ça, c'est le modèle à peu près standard. C'était calme tout à l'heure, mais là, c'était un peu agité ici. J'aurais dû prendre une salle WeWork, ce genre de choses. En plus, je crois qu'il y en a à Dublin. Tant pis. Je me suis pris plus tard. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, t'inquiète pas. C'est ça. Alors, je peux enchaîner ou pas si tu as une question, Alex? Vas-y. Moi, j'avais fini mes questions sur ce sujet-là. Ouais, je suis assez épaté parce que honnêtement, je trouve ton modèle hyper stylé. Et t'es solo ou pas? Ouais, tu t'as dit que t'avais pas d'associés. Est-ce que t'as des employés? Des freelances? Des freelances. Les associés, bah, ils ont quitté le truc au tout début, donc voilà. Après, ils ont fait d'autres choses intéressantes, hein, donc c'est bien pour eux, quoi. Mais du coup, je bosse avec des freelances principalement, mais pas d'employés. Combien de freelances? Alors, à la base, je bossais avec 5 développeurs quand j'avais mon activité logicielle, et je bosse toujours avec eux parce que je suis toujours en train de faire du logiciel un peu sous le truc, tu vois. Ça prend plus de temps à faire, donc ça, c'est des freelances que je paye et c'est pas rentable pour le moment. Et ensuite, en rédacteur, donc vraiment pour la newsletter, là, j'en ai 3, mais un qui c'est de temps en temps. Et en fait, quand je vais faire des articles invités, je vais payer les gens juste pour un article, par exemple, une personne spécifique, mais ça va pas être du récurrent si tu veux. Et là, je vais recruter 2 nouveaux rédacteurs pour faire des nouvelles rubriques. Et du coup, c'est pas toi qui écris tes newsletters? C'est soit des freelances, soit des invités? Alors, pas toutes. Celle sur l'Invest, c'est moi qui l'écris. Pas complètement aussi. Des fois, je vais faire écrire certaines sections sur les contenus premium par des rédacteurs. Mais j'écris en tout cas les introductions. Par contre, celle sur l'IA, la principale, je dois écrire de temps en temps, mais la plupart, c'est pas moi qui écris. C'est pour ça que je peux faire ça en 2 heures par jour. Parce que... Et tu publies tous les combien de temps? C'est un article tous les combien de temps par newsletter? Il y a des emails tous les jours. Donc, s'il y a plusieurs rubriques, ça va être peut-être 2 emails. Là, en ce moment, il y a des emails tous les jours. Mais en fait, il y a des emails qui vont être envoyés qu'à des segments de l'audience, qui vont pas être envoyés à toutes les audiences. Ouais, ma question, c'est les articles payants, enfin, on va dire les articles premium, c'est tous les combien de temps, ça?
Alors, j'ai mis une base minimum de 2-3 par semaine, mais quand je peux, je vais en faire tous les jours aussi. Ok. Ah ouais. Pour monter la valeur perçue, que les gens restent abonnés plus longtemps et tout ça. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Ok. Et les invités, si c'est pas indiscret, les invités, comment tu gères? Tu leur donnes une partie des revenus liés à l'article ou tu les payes en direct ou ils le font parce qu'ils veulent? Alors, là, pour le moment, je les paye directement. Je vais leur proposer tel point pour faire l'article. Certains, ils vont le faire gratuitement aussi parce qu'en fait, ils vont faire la promo de leurs activités, de leurs affaires via ce biais-là. Et donc, ils vont accepter de faire ça, d'écrire leur petit article et d'être publié. Et ensuite, là, je pensais mettre en place un système pour recruter plus d'auteurs et en gros, j'aide des auteurs à se lancer, ils lancent une rubrique, voire même leur propre newsletter et ils prennent genre 60% des revenus qui sont générés sur les abonnements que génère leur compte. Pour ceux qui vont faire du contenu hybride, c'est la moitié, une partie gratuite, une partie payante. J'aimerais bien mettre ça en place. Je suis en train de bosser là-dessus pour éventuellement, même si ça réduit un peu ma profitabilité, c'est pas grave parce que moi, le but, c'est plus la croissance que la profitabilité. Ok, très clair. Pour qu'on puisse voir l'évolution, la croissance, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps est-ce que tu as lancé ça? C'est depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors, juste déjà sur ça. En soi, ça fait 1 an. Même si avant, j'avais déjà une petite base mail, comme j'avais dit, d'à peu près 5 000 inscrits. Et j'envoyais déjà des emails marketing. Donc, en fait, j'avais déjà une newsletter depuis quasiment 5 ans. J'ai toujours fait, en fait, en gros, sur les logiciels sur lesquels je travaillais. Souvent, j'aimais bien aller faire des petits emails updates logiciels, tout ça. Ce qui est fou, dis-moi si je me trompe, mais ce qui est fou, Alex, c'est que du coup, attends, je te mute quand ce sera peut-être plus. Ce qui est fou, Alex, c'est que du coup, Pierre, tu as réussi en 1 an à passer de 5 000 abonnés, 10 000 si on prend les abonnés aussi de ton associé, à plus de 100 000 sur 30 000 abonnés. J'imagine que tu dois tourner un peu au-dessus des 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Peut-être que je me trompe, tu pourras revenir dessus si tu le souhaites ou alors nous donner une tranche. Tu as réussi à mettre en place des équipes, à ne plus rédiger presque aucune newsletter, à avoir des rédacteurs, à trouver des invités et en plus à mettre en place des stratégies d'acquisition maintenant de nouvelles newsletters. Tout ça en 1 an. C'est fou. Alors, je t'ai muté. Ouais. Voilà, c'est OK. Ouais. Donc en fait là pour le contexte, c'est que finalement quand tu vas recruter et tout ça, le format newsletter c'est la version facile par rapport au logiciel. En gros, quand tu fais du logiciel, tu vas recruter, tu vas passer, faire de l'acquisition d'utilisateurs, etc. C'est ça, mais en 50 fois plus compliqué, quoi. Et en fait, quand tu arrives là-dedans, dans l'univers un peu contenu et tout, t'es dans le mode facile finalement. T'as débloqué. Quand tu arrives de ce monde-là, que t'as fait 5 ans dans le logiciel, t'as travaillé pour des boîtes où ils vont faire du cross hacking, ce genre de choses. En fait, t'arrives dans le mode facile, quoi. C'est pour ça que je me dis, pour moi, c'est intéressant parce que je peux arriver avec des compétences que j'ai déjà, qui sont pas hyper poussées non plus. Hein. C'est des choses assez simples. Et surtout, ouais, la partie recrutement de rédacteurs et tout, c'est relativement simple. Je dis relativement encore, s'il ne faut pas non plus faire tu auras toujours des ratés, tu auras toujours des choses qui iront pas. Mais entre avoir un contrat de développement logiciel sur 4 mois, tu vas être payé 20-30 000 euros et tu dois recruter des développeurs derrière pour délivrer le truc et en fait, t'as des problèmes tout le long du truc et tout. Donc, bah là, t'arrives et c'est en mode facile et ouais. C'est pour ça. Donc, ouais, pour ça, en 1 an, c'est faisable. Mais je pense, tu l'as vu, toi, t'as fait des apps. Tu m'avais dit, tu vois, quand tu peux lancer une app, et je vois tous les gens que je connais qui font des apps, effectivement, c'est un autre niveau de complexité, quoi. Tu bosses avec des techs et tout ça. Mais même au-delà de ça, je pense que je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je pense que tu peux être extrêmement fier de toi parce que voilà, peut-être que je suis Alex, dis-moi ce que tu en penses, mais moi ça me paraît lunaire hein, ce que tu as réussi à faire. Et je trouve en fait même au-delà du chiffre d'affaires, je trouve le niveau de process que tu as mis en place et surtout la logique la logique d'entreprise que tu as mis en place, qui est qu'aujourd'hui tu es déjà dans l'acquisition de d'autres business qui sont similaires pour faire grossir ta base. Voilà, je trouve ça génial d'en être là au bout d'1 an. Voilà, je suis assez épaté par ça. Alors moi,
Ouais, et tu vois, je confirme juste ce que dit Luc. Et en plus, moi, je voudrais aller plus loin en disant que ce que tu as fait, c'est un début ou une sorte de business média. Et quand je vois des médias comme Brut qui ont levé des millions et des millions d'euros, qui n'arrivent pas à être rentables et qui sont, alors, certes, le niveau de production, parce qu'ils font de la vidéo, du machin, c'est autre chose, mais qui n'arrivent pas à être rentables, bah, tu te dis, bah, mec, est-ce qu'à un moment, vaut mieux pas une boîte qui fait, disons, plus ou moins 1 million de chiffre d'affaires, qui est méga rentable, méga bien organisée et qui tourne et qui est super saine, ou une boîte qui, en effet, fait peut-être 20 ou 30 millions, j'en sais rien, mais qui, pour ça, a dû lever 100 millions tout confondu, fait des pertes chaque année, enfin, tu vois, est passé à un moment pas loin de la faillite. Je prends Brut, j'ai rien contre eux, c'est juste que je sais qu'ils avaient levé, je sais plus si c'était 50, 60 ou 80 millions, mais c'était un truc énorme, un tour il y a pas longtemps. Et en fait, tu as réussi à prendre ce qui marche bien dans le business média, mélanger avec du business pur en ligne, et je trouve, et trouver un truc entre les deux. Alors, tu n'es pas le seul avec le business newsletter. On va pas dire que c'est toi qui l'as inventé, certainement pas, mais tu as réussi à avoir ce niveau de process avec le niveau de facilité. Et donc, quelque part, l'un dans l'autre, tu as un peu pris le meilleur des deux mondes. Et ça, en plus, ouais. et en plus, sans associé et avec très peu de personnes qui bossent en dessous. Je trouve ça fascinant. Ouais. Et si, j'ai une dernière question pour les gens qui voudraient se lancer on va dire dans le même mode facile, comme tu dis. Ça t'a coûté combien au départ de lancer le business? Enfin, je veux dire, ton investissement initial que tu aurais pu perdre si le truc n'avait pas marché pour X ou Y raison. Alors, il faudrait que je vois parce que j'ai remis un peu tous les mois sur les dépenses et j'ai fait beaucoup de choses moi-même au début, donc pour atténuer un peu les coûts. Ça doit représenter vraiment pour lancer le truc et passer de zéro à un début de rentabilité. Ouais. En vrai, j'ai rentabilisé. Enfin, j'ai commencé à faire à mettre, tu sais, quand je mets 100, ça rapporte 200 assez vite, tu vois. Donc, ouais, je pense pas loin de 15 000 euros, je pense. Ok, donc en gros, ta somme à risque. Hein. Tout début. Ouais, ta somme à risque, c'était 15 000 euros, on va dire. Somme à risque et à erreur, du coup, aussi. Parce que beaucoup de dépenses sont inutiles, en fait, qui auraient pu être évitées. Et en fait, je pense que quelqu'un qui est débrouillard, il peut lancer un truc similaire et ça mettra un peu plus de temps, mais avec moins de budget, quoi. Ok. Non, mais c'est quand même incroyable, tu vois. Enfin, moi qui suis un produit pur des startups au sens logiciel, voire deep tech, voire tout ça. Enfin, lancer la moindre idée et pour arriver à la rentabilité, des fois, c'est pas des fois, c'est très souvent, c'est des millions d'euros investis et cramés. Littéralement des millions d'euros. Tu vois. Ouais. Quand tu compares ça à 15 000, tu vois, c'est entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est facile, quoi. Oui, c'est pas un gros risque non plus, et c'est pas. Et encore, comme je te dis, c'est le genre de choses que tu peux faire sans réelle dépense. Ouais. À mon avis. Ouais. Ou avec. Si quelqu'un a, je sais pas, je dirais un début d'audience lui-même et qui peut faire monter le truc. Moi, finalement, c'est le prix de c'est le prix de toutes les dépenses que j'ai fait, c'est le prix de ne pas avoir d'audience sur les réseaux sociaux et de ne pas avoir envie d'en avoir. Si tu veux, je m'offre le luxe de ne pas avoir ces contraintes-là dans la vie et de pouvoir focus sur autre chose. 15 000 euros, c'est le prix pour pas te faire chier, pour pas qu'on t'arrête dans la rue quand tu prends le train. Ouais, mais aussi pour pas avoir enfin, tu sais, créer du contenu, c'est un métier. Hein. Enfin, je vois mon frère, il passe ses journées sur le montage, quoi. Alors qu'il a 50 000 abonnés, et lui, il doit faire 2-3 000 euros par mois avec sa chaîne YouTube. Mais... C'est quoi sa chaîne? Lui, c'est dans l'urbex. Il fait de l'exploration urbaine. Donc, il n'est pas du tout dans une niche. Ouais. Pas une niche business, quoi. Ouais. Donc, ouais, pour le nom, je te dirai en privé plutôt pour. Voilà. Pas de problème. Si tu veux, je dirais. C'est quoi la suite pour toi avec ces newsletters? Est-ce que tu veux faire un modèle où finalement tu vas essayer d'acheter et multiplier les verticales au niveau de tes newsletters et donc derrière multiplier les revenus avec les sponsorships, avec les abonnements, ou est-ce que tu veux avoir un modèle où tu veux
plus continuer à développer les newsletters que tu possèdes actuellement, faire plus de chiffres sur en back finalement sur les trucs de monétisation que tu as, et ensuite, à la limite, de chercher d'autres voies de monétisation. Est-ce que tu es plus dans une logique verticale ou horizontale finalement? Alors, en soi, j'aime bien tester des choses juste pour le plaisir de tester et de voir un peu ce qui se passe. Donc, je vais continuer à tester des modèles. Mais là, j'aime bien l'idée de me focaliser un peu sur les prochains mois, sur un modèle, tu sais, comme je t'avais parlé ce matin, là, de une plateforme de sponsorship pour les auteurs Substack, là. En gros, tous les gros newsletters, les mettent sur une même plateforme. Et les gens qui veulent faire une sponsor, du coup, ils vont faire une sponsor un peu sur l'ensemble et on va pouvoir choisir un auteur et balancer. Et surtout avoir des fonctionnalités qui n'existent pas dans les autres plateformes d'influence et qui sont propres à l'email marketing. Parce que c'est là où tu auras une plus-value, c'est que tu as une plateforme qui offre le tracking des clics et puis un tas de choses. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'API sur Substack. Tu peux pas faire un logiciel qui soit intégré, tu vois. Mais même sans API, tu peux quand même développer un truc. Tu peux créer des systèmes surtout que c'est public, le nombre d'abonnés, tout ça, c'est des données qui sont publiées par Substack. Donc, tu peux traquer un peu ce genre de choses en back-end, tu vois, pour avoir quelques données à afficher pour les annonceurs. Après, ça, c'est quelque chose, je sais, en quelques mois de développement avec mon équipe de développeurs, ça peut se faire vite. Et on va tester ça assez rapidement. Et puis, je pourrais voir si ça prend et, euh, et voir à peu près quel volume ça représente, parce que j'ai du mal à me faire une idée pour le moment. Même si je sais qu'il y a à peu près 1,2 million newsletters sur Substack, je sais pas exactement quel est le nombre qui sont dans la tranche 100 000, 1 million d'inscrits. Mais dans tous les cas, même si tu en as 10 000 qui sont dans cette tranche-là, c'est déjà un bon marché, tu vois. Et j'ai pas des stats encore, que je me fasse des recherches. Études de marché un peu approfondies. Hyper intéressant. On mettra le lien avec toutes les newsletters en description. Aujourd'hui, elles sont toutes en anglais. Pourquoi, enfin, c'est peut-être une question qui peut paraître bête, mais pourquoi on fait ce choix? Est-ce que c'est pour le volume ou est-ce que tu t'es pas dit, OK, sur le marché français, il n'y a presque personne, je vais pouvoir très rapidement être le premier? Ou tu t'es dit, bon, je sais que je suis pas trop mauvais dans ce que je fais, je vais pouvoir immédiatement attaquer un volume plus grand. Et ensuite, la seconde question qui suit, c'est est-ce que après tu cherches uniquement à te spécialiser et à développer des unités en anglais, ou est-ce que il y aurait un monde où tu voudrais développer la même chose, le même contenu, mais finalement dans toutes les langues, aller le prendre en mandarin, aller le prendre, pourquoi pas en arabe, en espagnol, en français, et aussi cette diversification-là qui finalement ne demanderait pas tellement plus d'heures de travail et qui permettrait de toucher un plus large éventail de personnes. Ouais, en fait, aujourd'hui, tu peux tout traduire avec l'IA, t'as pas forcément, et t'arrives à un niveau de qualité qui est assez décent, donc tu peux faire avancer ton truc, tu peux partir sur une logique de traduire et internationaliser tout ça. Faut savoir qu'en fait, à la base, quand je suis parti avec 5000 inscrits, c'était en français. Et avec les deux associés sur lesquels je bossais, on voulait faire un contenu 100% français. Mais ensuite, j'avais quand même une deuxième base mail, une application que j'ai développée de 15-20 000 inscrits que je voulais fusionner avec. Et je me suis dit, autant passer sur un modèle anglais. Et là, hop, je monte de suite à plus d'inscrits, à 20-25 000. Et ça m'a permis quand même ce choix de passer en anglais, c'était déjà un choix j'ai un avantage là-dessus, autant en profiter. Et ensuite, je savais que si je veux, là, j'ai 40% de lecteurs aux États-Unis, un bon pourcentage au Royaume-Uni, un bon pourcentage en Inde. Donc, et aujourd'hui, finalement, une petite partie francophone. Donc, dans une logique de croissance, c'est quand même mieux de faire en anglais, parce que même les lecteurs français, la plupart des gens peuvent lire en anglais un petit peu et traduire. Tu sais, dans Gmail, tu as l'option traduction. Même si, donc en fait, pour faire de la croissance rapide, c'était bien de commencer par l'anglais. Et ensuite, pour faire de la croissance secondaire, augmenter un peu les audiences dans chaque pays. Là, je peux avoir une logique de créer des rubriques dans chaque langue. Et ça peut être un moyen effectivement, de développer le truc. Ouais. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. En tout cas, quand j'ai fait la transition français vers anglais, j'ai pas mal réfléchi. Et ça me paraissait être un bon choix.
Est-ce que ça te paraît, c'est une question, j'en ai pensé maintenant, mais à quel point est-ce que tu pourrais attaquer le marché chinois? Parce que finalement, c'est un marché qui est hyper au fait de ce qui se passe dans l'IA, qui, à mon avis, serait vachement client de ce que tu fais actuellement. Et tu pourrais, en termes de volume, ça dépasse peut-être le marché anglophone. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, vers quoi tu pourrais aller? Alors, donc là, dans ma vision sur les 6 prochains mois, en gros, jusqu'à la fin de l'année, je reste sur du anglophone pour atteindre les, 500 000 à 1 million d'inscrits assez rapidement avec un public international. Et ensuite, une fois que j'atteins ce level-là, effectivement, je vais penser et peut-être que je prends quelque chose comme ça. Parce qu'ensuite, le level au-dessus, c'est obligé de penser à des nouvelles stratégies parce que tu atteins vraiment rapidement, tu vois. Donc, si je trouve quelqu'un avec qui bosser, qui peut m'aider à lancer la rubrique en chinois, complètement. Ça, c'est un truc que je pourrais faire. Et ensuite, des rubriques dans chaque langue et enfin, les langues importantes, tu vois, l'espagnol, le russe. J'ai une petite partie en Russie aussi. Trouver des personnes compétentes dans chaque rubrique, là, tu peux passer d'1 million à 10 millions d'inscrits et passer un level au-dessus. En fait, si tu veux, à chaque niveau, il faut penser à des problématiques et à des choses différentes. Et effectivement, je sais que là, sur le niveau sur lequel je bosse actuellement, c'est pas forcément encore. Ça serait trop de complexité encore à me rajouter. Mais quand j'aurai atteint ce niveau-là et que je voudrais passer au suivant, ça sera très intéressant de bosser là-dessus sérieusement et d'avoir une logique. Tu sais, tu as l'innovation verticale, horizontale. T'en parlais peut-être, je sais plus. Là, d'innovation horizontale, où tu localises dans chaque pays, tout ça. Ouais, croissance horizontale, verticale, c'est hyper intéressant. Moi, ça me choque toujours que tu as réussi à faire tout ça en un an. Et j'ai hâte, on te reproposera de venir dans 2 ans, 3 ans. Et à mon avis, soit tu auras vendu ce business pour un bon petit billet, soit tu seras assez loin sur ça. Donc, c'est très, très chouette. Le thème du podcast avec Big Shit, c'est d'essayer de voir aussi les prochaines opportunités. Si toi, tu devais demain lancer une newsletter qui n'était pas dans ce domaine-là, ce serait quoi? C'est quoi pour toi les segments sous-exploités encore qui pourraient ramener pas mal, enfin facilement monétisables? Est-ce que tu as des idées? Alors, il y a pas mal de choses à faire, je pense, aujourd'hui, pour des gens déjà qui ont rien à voir avec la tech, avec le marketing, tout ça. Parce que ça, c'est des niches qui sont assez pleines sur Substack. Il y a encore un peu de place, mais là, je te parlais du coup de mon frère qui a une chaîne YouTube Followerbex. Je lui disais, toi, tu as envie d'écrire un livre. Pourquoi est-ce que tu veux t'embêter à écrire un livre? Tu écris un chapitre par semaine, tu publies sur Substack, tu as des revenus qui commencent à rentrer progressivement et tu crées le Substack de l'Urbex. Tu traduis ça en anglais, tu as une audience libre aussi. Ça va ramener des gens sur ta chaîne YouTube. Et tu vois, c'est des niches qui sont pas du tout exploitées. En fait, il faut réfléchir en termes de du marché de l'édition finalement. Tu réfléchis à Substack plus que du marché des médias, j'ai envie de dire. Parce que ce qui fonctionne, c'est finalement un nouveau format de lecture. Et je dirais que tous les formats qui fonctionnaient bien dans les magazines, tu sais, les magazines que tu achetais automobiles, ce genre de choses, peuvent bien fonctionner sur Substack. Le People, aussi, c'est super marché. Ouais. Si tu as un bon auteur, que tu es intéressé par cette niche, que tu as un style d'écriture qui va activer l'attention et tout, là, tu peux lancer des équivalents de magazines numériques. En plus, il y a des fonctionnalités aujourd'hui dans Substack qui sont super intéressantes sur l'application. Par exemple, tu as la fonctionnalité qui te lit le texte et qui est de mieux en mieux. Donc, les gens ils vont écouter ça comme des podcasts. Et donc, c'est une nouvelle façon de créer du contenu, d'avoir du referral, d'avoir de la croissance un peu organique aussi, parce que tu as des abonnés qui viennent de l'application aussi, Substack. C'est assez nouveau et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient exploiter des niches. Après, c'est propre à chacun, honnêtement. Le parallèle que tu fais avec le marché de l'édition est brillant. Et il y a quelques semaines, on avait fait un podcast sur l'industrie de la musique et ce qui s'est passé avec Taylor Swift et tout. Et l'industrie de l'édition, c'est une industrie où moi, je sais, j'ai des gens dans ma famille qui ont essayé d'écrire des bouquins. C'est hyper compliqué. Si t'es pas validé par les bonnes instances, c'est mort. Si quelqu'un t'aime pas dans la maison d'édition, c'est mort. Si jamais tu prends une position qui ne plaît pas, qui n'est pas dans la ligne d'édito, c'est mort. Et donc,
ton taf est vraiment comment dire, limité à ce que la maison d'édition veut et veut faire. Là, avec Substack, tu arrêtes de demander la permission, en fait. Ouais. Tu as zéro coût, quasiment. Tu publies tes trucs, tu vois vite si tu as des revenus ou pas, tu vois vite s'il faut pivoter ou pas. En fait, tu fais rentrer le monde du numérique dans le monde de l'édition qui est... Ah oui, parce qu'il y a ça aussi dans l'édition. Tu publies un livre, il marche pas, bah, tu le sais qu'à la fin, quand tout a été investi et tout, et t'es niqué. Et en plus, tu n'as que 10%. Il faut savoir que les mecs, ils ont que entre 10 et 15% de leurs revenus au départ. Tu vois, quand ils vendent un livre, il n'y a que 10 ou 15% qui leur revient. Et tu as raison, les auteurs, ils devraient tous se mettre sur des trucs genre Substack. Ouais, bien vu, mec. Complètement. Et surtout, il y a un aspect, c'est que quelqu'un qui veut écrire un livre, même tu vois, quelqu'un qui a déjà une audience, qui sait qu'il va pouvoir faire un peu de revenus avec cette audience, il y a quand même cet aspect où tu vas écrire pendant 6 mois, même peut-être 1 an. Tu sais pas si ça va bien marcher. C'est déjà énormément de travail. Et en fait, il y a certains types de livres, peut-être que ça marcherait pas pour un roman de faire ce format-là, et encore, ça pourrait tester, tu vois. Ouais. Mais il y a certains types de livres où les écrire au fur et à mesure. En plus, c'est une façon d'itérer, d'avoir des avis des gens qui vont répondre, d'avoir des commentaires et tout. Pour moi, c'est la meilleure approche aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer comme auteur, quoi. Et en plus, les revenus sont bien supérieurs. Finalement, un revenu par lecteur quelqu'un qui écrit un livre, c'est peut-être alors chiffre d'affaires par lecteur, ça va être $20, et en revenu, ça va être le pourcentage qu'il prend sur l'édition. Donc, ça peut être que $5, tu vois. Maintenant, quelqu'un qui fait du Substack, admettons qu'il va avoir 10% de frais de Substack, il va prendre 90%, et son revenu va être bien supérieur parce que son livre, il va pouvoir le vendre. Il va pouvoir Ouais, je comprends où tu veux en arriver si tu veux que je meuble. Ouais. Du coup, il va pouvoir le faire, je sais pas, à $40 l'année. Et son revenu par, par lecteur, finalement, ça va être de $40. Enfin, 90% de $40. Et donc, ce sera bien supérieur à, et si c'est un bon auteur niché dans une niche où les gens sont prêts à payer cher comme l'investissement, ben là, ça va être $100, $200 l'année. Voilà. Parce que finalement, la deuxième newsletter que j'ai lancée sur l'invest, les analyses et tout, là, je suis parti pour tester ce modèle-là, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient ça et je me demandais si ça marchait bien. Et du coup, j'ai fait dans une niche qui m'intéressait et sur laquelle la rémunération est élevée. Parce que c'est des gens qui sont prêts à payer cher pour avoir ce genre d'infos. C'est une niche rentable dans ce domaine-là. Voilà. Finalement, la question finale, c'est quel est le format qui t'apporte un revenu par lecteur élevé? Et ce format-là, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, Vas-y. justement, j'allais justement parler d'une idée de business là-dedans, qui est que l'un des bouquins qui se vend le mieux aux États-Unis, c'est les bouquins de romances amoureuses plus. On pense notamment à 50 Shadows of Grey qui avait décollé. Je sais qu'il y a un business model en ce moment qui est en train de décoller sur Amazon. C'est les Kindle, c'est les e-books qui vendent ce genre de romances-là. Et généralement par abonnement, et les types les reçoivent de manière... et c'est des sommes délirantes que les personnes arrivent à se faire. Et donc on peut très bien imaginer une newsletter payante où finalement la promesse, l'offre, ce serait de recevoir ça de manière quotidienne, hebdomadaire. Et je sais qu'il y a un public énorme aux États-Unis de femmes qui sont beaucoup moins friands voilà, des vidéos X que l'on peut trouver sur Internet et beaucoup plus de romances écrites. Alors, et je connais des personnes qui justement ont vachement industrialisé la chose en mettant en place des IA, justement. Eux, pour le coup, c'est vachement sous forme d'e-book et sur Amazon, c'est des Kindle. Et ils ont comme ça des machines à produire des romances et ils sont énormément d'argent contre de l'abonnement. Et donc, je pense que faire ça, alors je ne sais pas à quel point Substack autorise ce genre de contenu, mais je pense qu'il existe un monde où faire ça sous forme d'un Substack payant pourrait être super intéressant. Surtout que là, justement, tu augmentes ta rémunération par lecteur énormément parce que t'imagines un peu le truc de, tu lis le début du chapitre et là, en fait, t'as un mur de paiement et on te dit, tu veux connaître la suite. Les gens, ils vont payer, tu vois. C'est très, très fort, ça. Je suis d'ailleurs très étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui y ait pensé avant. Mais d'ailleurs, il y a un truc auquel je pensais, je vous parlais du truc des auteurs, c'est que, en fait, le modèle avec ça que j'aimerais bien lancer, c'est le genre de la maison d'édition nouvelle version pour les auteurs Substack, tu vois. Aller chercher des auteurs talentueux, les pousser sur le plan marketing, moi prendre 30 ou 40%, je sais pas, sur les revenus qu'ils vont générer eux,
et amener toutes ces parties-là, c'est un truc auquel je pensais. Je me dis, là, il y a moyen de faire de la scalabilité et d'aller chercher des gros trucs. Parce que c'est ce que je fais. En fait, il y a un peu cet aspect quand tu crées une newsletter, c'est que malgré tout, tu as besoin quand même d'auteurs, sauf quand c'est du contenu très commercial comme ce que je fais sur l'IA, mais sur Substack, c'est du contenu qui doit être qualitatif, qui doit avoir un certain niveau. Et donc, tu as besoin d'auteurs talentueux, finalement. Et donc, tu as cette problématique de toi, tu peux écrire que, admettons, un email par jour, et tu peux pas scaler plus. Tu as ton temps qui est quand même un peu lié à ça. Voilà. Donc, derrière, si tu vas chercher des gens que tu es capable d'identifier des auteurs talentueux et de créer le format maison d'édition Substack, là, à mon avis, c'est la bonne approche. Et toi, ton focus, c'est d'aller trouver des auteurs très talentueux et rien d'autre, finalement. Et de les convertir après, de les aider à convertir en super payant. Ce qui, eux, ne seront pas capables de faire, parce que c'est des gens qui sont pas habitués à faire ce genre de choses. Ils savent bien écrire, créer de la narration, du storytelling, tout ça, mais ils sont pas habitués à faire du marketing, à faire de la conversion. Et la croissance aussi. Parce que, mine de rien, il faut une partie comme ça. Donc, il y a une opportunité là-dedans à se dire. Je sais pas si c'est moi qui vais le faire ou si quelqu'un d'autre va le faire, mais il y a quelque chose à faire. Et là, tu as potentiellement, je pense, effectivement, à une boîte très valorisée. Bah Hyper écoute, intéressant. ouais, j'ai fait à peu près le tour des questions, mais ouais, super intéressant et je serais ravi qu'on se fasse une V2 du podcast. Je pense que Luc, tu pensais la même chose que moi, mais V2, je sais pas, on se dit dans un an, tu vois, et on voit la suite de tes aventures, mais hyper intéressant. Ouais, le modèle est fascinant. Je trouve que les idées que tu souhaites mettre en place sont aussi sont à la fois ambitieuses et à la fois hyper stimulantes intellectuellement. Et je trouve que ce que tu as déjà réussi à mettre en place est fou. Donc ouais, encore bravo et hâte de voir l'évolution. Merci. Ouais. Ok, est-ce que tu veux conclure sur quelque chose ou pas? Sinon, on conclut sur Top. Comme vous voulez, sauf si vous avez, je sais pas, un petit truc un thème lié à l'IA pour une question, mais sinon, je pense déjà sur tout ce qui est, on a pas mal fait le tour, c'est pas mal. Sur la newsletter, okay. Alors moi, dans ce cas-là, j'ai une dernière micro-question qui est, vu que tu es un peu expert sur la question de l'IA, toi, tu penses, c'est quoi pour toi, si là, on parle à des gens qui sont soit start-upers, soit futurs chefs d'entreprise, soit déjà chefs d'entreprise. C'est quoi pour toi à court terme, on va dire dans l'année suivante, les 2 années suivantes, c'est quoi la grosse opportunité liée à l'IA qui est pas évidente? Qui est pas, tu vois, tout le monde, tu as utilisé ChatGPT dans tel ou tel truc. Bon, tout le monde a l'idée de faire ça. D'après toi, qui passe énormément de temps sur la question, c'est quoi le truc qu'on n'a pas encore vu et qui, dans les 12 à 24 mois, va exploser? Alors, déjà, tout ce qui est startup d'IA générative, je ne miserai pas dessus. Quelqu'un qui regarde derrière dans la vie, c'est très pénible. Bref, c'est les aléas. Tout ce qui est IA générative, je ne miserai pas dessus parce que c'était il y a 5 ans qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire avant le ChatGPT, tu vois. Maintenant, en fait, l'IA, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, je m'intéresse énormément à tous les startups qui sont dans le domaine de ce que j'aime bien appeler l'économie de l'autonomie, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, le principal cas d'usage, il est dans la robotique, dans les véhicules autonomes, dans ce genre de choses. Et en fait, il y a plein de startups qui sont dans ce domaine-là, qui elles sont pas valorisées comme celle d'IA générative qu'on voit là tous les mois se lever des fonds et être et pour moi, celles-là sont beaucoup plus intéressantes. Là, la prochaine grande tendance, elle est à ce niveau-là et elle n'est pas dans les et ouais. Sinon, alors IA générative, il y a peut-être une niche qui est sous-exploitée, c'est le vocal, la musique. Là, je disais, ben là, mon pote qui voyage avec moi, il a moi, ça m'impressionne son app parce que lui, pareil, il s'est bootstrappé et tout. Il a fait, Polytechnique, il a été à peu près dans les mêmes promos que les gens qui font Mistral et tout ça. Et lui, il a lancé son app sans lever de fonds ni rien, dans la reconnaissance d'accords. C'est vraiment niché, mais en fait, c'est un marché qui est énorme parce que tous les gens qui veulent apprendre à faire de la musique, à faire du piano, tout ça, t'es dans des petites niches et tu révolutionnes. Enfin, c'est une révolution d'apprentissage de la musique. C'est quand même un énorme marché. Tu vois des apps d'éducation piano qui sont valorisées à 1 milliard, tout ça. Voilà. Ah ouais, pas Dans mal. l'IA, il y a des petites niches comme ça à aller chercher que les gens ne voient pas. Il n'y a pas forcément de levée de fonds, il n'y a pas forcément, ça parle pas beaucoup de ce côté-là. Et c'est vers là que
faut faire de la recherche et qu'il faut se documenter. Eh ben, je te remercie parce que c'est typiquement le genre de réponses qu'on aime bien, qui sont pas des réponses évidentes, tu vois, qui sont vraiment des réponses un peu nichées, voire cachées. Et, et ben, merci pour ta réponse parce elle tombe parfaitement là où je voulais t'amener. Donc, nickel. Bon, ben, parfait. Merci pour Alright. l'invitation, en tout cas. Et, Merci à toi Ouais, merci beaucoup. Hein. et à bientôt. Ciao.